Faire une petite improvisation pour vous parler voilà, de ces deux livres et après avec un échange je serai prêt à répondre à pratiquement toutes les questions, du moins celles qui concernent le vaste univers. Alors oui, ce n'est peut-être pas très fréquent de faire paraître deux ouvrages le même jour, puisqu'ils sont parus le 2 et le 3 avril, en 2 jours de décalage. C'est tout simplement chez deux éditeurs différents, hein, mais simplement, bon, ces ouvrages, je les ai tous deux écrits l'été dernier, assez rapidement, avec évidemment toute une documentation évidemment largement en amont. Ils ont convergé, voilà, et je me suis dit, plutôt que les éditeurs se fassent concurrence avec l'un qui dit mais je préfère le publier en premier, etc. J'ai réussi effectivement à ce qu'ils se coordonnent et ça a magnifiquement bien marché. Voilà, je vais vous dire en fait quelques mots de chacun de ces deux ouvrages. Donc commençons par Voyager dans un trou noir avec Interstellar, donc publié chez Duno. J'imagine qu'un certain nombre d'entre vous avaient vu le film Interstellar de Christopher Nolan, sorti sur les écrans en 2014. J'imagine que certains l'ont apprécié, peut-être ont été un peu également circonspects sur l'histoire, tout cela raconte. Donc je résume très brièvement, mais vraiment très brièvement, ce film au scénario assez long et assez complexe. La Terre est moribonde, c'est une dystopie dans le futur. Peut-être pas si dystopique que ça, mais c'est un petit peu exagéré dans le film quand même. Mais bon, bref, la Terre est moribonde, l'humanité n'arrive plus à se nourrir suffisamment, et il faudrait trouver une autre planète habitable pour quitter la Terre. Le héros du film, qui est un ancien astronaute, un pilote d'exception de la NASA, s'est converti en agriculteur, comme pratiquement tout le monde, et puis par une série de circonstances que j'abrège, il se retrouve en fait dans un centre secret de la NASA où on lui explique qu'en fait les scientifiques qui existent encore, mais qui travaillent un petit peu dans le secret, ont découvert que dans les parages de Saturne, donc pas très loin dans le système solaire, il y a eu une distorsion, une anomalie spatio-temporelle qui est apparue il y a quelques décennies, qui est un trou de verre. Alors, je reviendrai brièvement sur cette notion de trou de verre, qui a priori, si on emprunte un trou de verre, offrirait une possibilité d'échapper au système solaire pour explorer l'univers extrêmement lointain et pour y chercher des planètes habitables. Alors normalement, j'aurai l'occasion de parler, à l'occasion de mon deuxième livre, Corps Céleste, des planètes potentiellement habitables dans notre galaxie. Pour le film Interstellar, pour les besoins du scénario, ils avaient besoin d'une planète habitable, non pas du tout située dans notre galaxie, alors qu'il y en a des centaines de millions, mais située dans une galaxie extraordinairement lointaine, parce que, toujours pour les besoins du scénario, ils voulaient que 3 planètes potentiellement habitables qui avaient été repérées par des expéditions précédentes gravitent autour, très près d'un trou noir géant, énorme, 100 millions de fois la masse du Soleil, qui s'appelle Gargantua dans le film. Et pour cela, il fallait effectivement aller dans une galaxie extrêmement lointaine, parce que le seul gros trou noir de notre galaxie, Sagittarius A étoile, il ne fait que 4 millions de fois la masse du Soleil, donc ça n'allait pas pour le scénario du film. Voilà. Donc bref, il y a un équipage donc, de 4 personnes qui empruntent ce trou de verre qui se révélera artificiel, et ils débouchent donc dans cette galaxie lointaine. Ils arrivent immédiatement dans les parages d'un gigantesque trou noir et ils vont explorer les 3 planètes candidates qui avaient été déjà repérées par des expéditions précédentes mais qui n'avaient pas pu revenir. Alors notamment, il y a l'une des 3 planètes qui s'appelle Miller, qui gravite extrêmement près de la surface du trou noir. Et pour aller voir s'il y a une balise lumineuse qui émet encore des informations, pour aller voir ce qui se passe, ils doivent plonger dans un champ de gravité extraordinairement profond, et les lois de la relativité, sur lesquelles je vais revenir très rapidement, mais très simplement, rassurez-vous, provoquent des phénomènes de distorsion temporelle extraordinaires, c'est-à-dire qu'une heure passée sur la planète Miller, en vrai temps, ce qu'on appelle le temps propre, correspond avec un facteur de dilatation de 60 000. Ça correspond à, si je me souviens bien, 7 jours
passer loin du trou noir et donc a fortiori sur Terre. Donc les astronautes qui vont explorer l'origine des lumières savent qu'il va y avoir effectivement ce décalage temporel extraordinaire. Et puis à la fin du film, pour d'autres raisons que je n'ai pas le temps de vous expliquer, le héros du film, l'astronaute Cooper, va plonger seul au sein du trou noir géant avec un robot pour aller chercher des données, disons, relevant de ce qu'on appelle la physique quantique, la physique de l'infiniment petit, qui se trouverait au fond du trou noir, et pour transmettre ces données à travers une dimension supplémentaire de l'espace qui existerait dans ce trou noir géant, transmettre ces données dans le temps à sa fille, qui entre-temps est devenue une grande physicienne, puisque ça, il y a 23 ans, en fait, je ne vous l'ai pas dit, mais l'astronaute a passé 3 heures à la suite d'une petite avarie, au lieu d'1 heure prévue sur la planète Miller. Donc en y passant 3 heures, il y a 23 ans qui se sont écoulés, et entre-temps, sa fille qu'il avait quittée lorsqu'elle n'avait que 11 ans, aujourd'hui, à 34 ans, est devenue une brillante physicienne. Mais pour faire quoi? Pour essayer de résoudre ce qu'on appelle l'équation ultime, c'est-à-dire ce serait une équation qui a besoin de marier la théorie de la relativité générale avec la physique quantique. C'est l'un des grands débats de la physique fondamentale d'aujourd'hui, pour arriver à maîtriser, comprendre vraiment ce que c'est que la gravité et maîtriser la gravité. Si on arrive à maîtriser la gravité avec ces données quantiques qui seraient enfin données aux humains, eh bien on pourrait localement modifier la force de gravité, c'est-à-dire diminuer par exemple énormément la force de pesanteur qui nous colle au sol. Et donc si on arrive à ça, si on divise par 10 ou 50 ou 100, eh bien pratiquement tout peut s'envoler dans l'air, et on peut donc effectivement imaginer de faire décoller la totalité de l'humanité dans des centaines de grands vaisseaux spatiaux qui vont pouvoir quitter la Terre et sauver l'essentiel de l'humanité, au lieu, comme c'était le cas dans un plan B, de ne pouvoir sauver que quelques personnes sélectionnées. Et bon, voilà, bien. Voilà. Donc ça, c'est grosso modo le scénario du film, qui est plus subtil que ça, mais voilà. Donc l'idée, c'était de... Alors, petite anecdote amusante, donc le film est sorti sur les écrans en 2014. J'ignorais l'existence de ce film avant qu'il paraisse. Sauf qu'au mois d'octobre, quelques jours avant la sortie du film, je reçois un courrier électronique de Kip Thorne. Alors Kip Thorne, c'est un astrophysicien américain très réputé, spécialiste entre autres des trous noirs, spécialiste des ondes gravitationnelles. Et d'ailleurs, il aura le prix Nobel en 2017 pour son travail sur les ondes gravitationnelles. Il est passionné de cinéma. Il avait déjà été conseiller scientifique d'un célèbre film qui s'appelle Les Contacts, qui était une adaptation d'un roman de Carl Sagan. Et là, on lui avait demandé de diriger les équipes du film pour notamment des visualisations de trous noirs entourés d'un disque de gaz pour donner les équations. Et après, pour rendre le scénario le plus plausible possible. Mais avec, comme il m'a expliqué, des demandes incontournables et non négociables de la part de Christopher Nolan, qui était à la fois réalisateur et producteur, où il voulait certains éléments scénaristiques à charge de Kip Thorne de les rendre pas forcément réalistes, mais pas totalement absurdes. Donc ça a été tout son travail très intéressant là-dessus. Mais lorsqu'il m'a écrit pour la première fois, il m'a écrit d'une certaine façon pour s'excuser du fait que les médias américains présentaient les simulations numériques qui ont été faites pour le film du trou noir Gargantua entouré du disque d'accrétion, donc vous voyez ici à peu près une reproduction, pour s'excuser que cette simulation numérique était présentée comme la meilleure qui avait jamais été faite dans toute l'histoire. C'est les Américains, hein, toujours pareil, on a les meilleurs, etc. Alors qu'ils savaient très bien que la première simulation numérique qui avait été faite, c'était moi qui l'avais faite 40 années auparavant, en 1978, puisque ça a été effectivement l'un de mes premiers travaux, pas mon tout premier, l'un de mes tout premiers travaux scientifiques, où vraiment à l'aide d'un gros ordinateur, un vieux IBM, un transistor, un carton perforé, j'avais fini par produire, calculer réellement une image, une sorte de photographie virtuelle réaliste d'un trou noir, mais en tenant compte de tous les effets de la relativité générale, distorsion des images dues à la courbure de l'espace,
l'espace-temps, la symétrie de lumière du disque de gaz par un certain nombre d'effets physiques. Et c'est justement sur ce nombre d'effets physiques que Gibson m'a dit, je suis désolé, mais lorsque j'ai présenté les vraies simulations numériques complètes, notamment celles que tu avais faites, le réalisateur a dit on ne comprendra rien, pourquoi pourquoi la lumière n'est pas symétrique, etc. Supprimer cet effet. Donc Gibson me prévenait de ne pas être choqué en allant voir le film, de voir cela. Donc évidemment, ça a attiré mon intérêt, parce que je suis amateur de films de science-fiction. Hein, il y en a d'excellents, 2001 Oddyssée de l'espace, pour moi c'est un chef-d'œuvre. Hein, il y en a quelques autres, il y en a qui sont beaucoup moins bons. Mais bon, et donc je suis allé voir le film quand il est sorti en 2014. Bon, sur le moment... j'ai compris que le film, il ne fallait pas le voir une seule fois. Il est assez long, le scénario est assez complexe, et puis immédiatement, à l'époque, hein, il y a 10 ans, certains journalistes qui connaissaient mon travail sur les trous noirs ont commencé à me solliciter pour de donner mon avis sur le film. Moi, j'avais envie d'en parler plutôt en tant que cinéphile, mais bon, après, j'ai fini par écrire quelques billets de blog où je commençais à décoder la science d'Interstellar. Et ce n'est que 10 ans plus tard que j'ai eu cette proposition éditoriale de la part des éditions Duno d'aller plus loin et donc de faire ce livre-là, où je suis finalement pas à pas le scénario du film et j'en dissèque les différents éléments scientifiques pour voir ce qui est vraisemblable et ce qui l'est moins. Voilà, et tout en mettant en avant l'expertise remarquable de mon collègue américain Kip Thorne, qui a fait vraiment ce qu'il pouvait pour, à certains moments, tirer ce que l'on sait ou ce que l'on croit connaître actuellement sur les mystères de l'espace-temps autour des trous noirs, les tirer vraiment un petit peu à l'extrême pour rendre certaines exigences scénaristiques incontournables. Alors, très rapidement, les trous noirs géants du type Gargantua qu'il y a dans le film, 100 millions de fois la masse du Soleil, ils sont assez fréquents dans l'univers. Ils se trouvent au centre de grosses galaxies, des galaxies lointaines. Hein. Je vous ai dit, notre trou noir galactique est beaucoup moins massif que cela. Un très gros trou noir permet de pouvoir rentrer dedans sans être déchiqueté avant par ce qu'on appelle des forces de marée, puisque le trou noir, les champs de gravité très intenses, déforment l'espace et déforment le temps. Donc les déformations spatiales, c'est l'équivalent de ce qu'on appelle des forces de marée, puisque c'est effectivement l'attraction lunaire qui crée les marées terrestres. Mais évidemment, dans le cas d'un trou noir, les forces de marée peuvent être considérables au point de détruire des corps qui s'en approchent. Alors par exemple, il y a un processus physique de distorsion temporelle qui fait que à l'approche d'un trou noir, si on a une chute qu'on appelle radiale, c'est-à-dire on tombe directement dans un trou noir, les forces de marée allongent le corps qui est soumis aux forces de marée, et on appelle ça, ce processus, la spaghettification. On est transformé en spaghetti. Voilà. Il y a un autre processus que j'ai été l'un des premiers à étudier dans les années 80 avec Brandon Carter. Alors c'est pas le spaghetti, c'est la crêpe. C'est-à-dire qu'au lieu de tomber radialement dans le trou noir, on le contourne, on tourne autour. C'est le cas de certaines étoiles, de beaucoup d'étoiles qui ont des orbites qui vont frôler le trou noir sans tomber directement dedans. Et là, j'avais montré par le calcul, en tout cas, que ces étoiles, au lieu d'être transformées en spaghettis, elles étaient aplaties comme des crêpes et puis elles finissaient par exploser. Voilà, ça fait une certaine gastronomie finalement autour des trous noirs à cause de ces effets de marée. Alors, ces effets de marée sont légèrement abordés dans le film parce qu'en fait, il se trouve qu'avec un trou noir géant, ces effets de marée sont très faibles à l'extérieur du trou noir. Ils vont devenir importants à l'intérieur, mais pas à l'extérieur. Ce qui rend possible, dans le scénario, que l'astronaute Cooper puisse plonger dans le trou noir, traverser ce qu'on appelle l'horizon des événements, qui est le nom que l'on donne à la surface immatérielle d'un trou noir, pour explorer l'intérieur du trou noir. Aux distorsions spatiales se joignent les distorsions temporelles. Alors là, ça fait partie des épisodes particulièrement spectaculaires du film. Je l'ai déjà évoqué brièvement, en allant explorer pendant 2-3 heures la planète Miller qui gravite très près de l'horizon des événements, sans être détruite par des forces de marée, même s'il y a une vague géante dans le film qui joue un rôle important dans le scénario. Elle, vague géante, j'ai calculé qu'elle était impossible.
physiquement. Mais bon, peu importe. Et donc il va y avoir ce facteur de distorsion temporelle de 60 000. Alors je me suis amusé aussi à voir, en fonction des paramètres physiques, la distance de la planète Miller, la masse du trou noir, etc. Ce facteur est toujours possible, puisque si on tend vers l'horizon de gênement, le facteur peut devenir infini. Une dilatation, un gel, ce qu'on appelle un gel temporel. Bon, un facteur de 60 000, il est quand même très très grand, il faut être très près de l'horizon des événements du trou noir, et il faut que le trou noir Gargantua tourne à une vitesse maximale très proche de la vitesse de la lumière, ce qui est en fait physiquement également impossible, mais bon. En tout cas, Kip Thorne s'est quand même débrouillé pour tirer les paramètres un petit peu à l'extrême pour rendre... Là, après, ce qui est fort dans le scénario, c'est que lorsque Cooper revient dans le vaisseau mère qui est resté en orbite autour du trou noir et qui, lui, n'a pas subi ces distorsions temporelles, et donc il retrouve le capitaine du vaisseau qui a 23 ans de plus, et puis surtout, il entre en communication avec la Terre à travers toujours ce trou de verre, et il s'aperçoit, il a les 23 années qui se sont écoulées avec sa fille, son fils qui a eu un enfant, ses parents qui sont morts, et donc c'est une scène assez bouleversante qui montre effectivement le rapport au temps qu'il a vécu. Et puis, brièvement, parce que après je voudrais vous parler de l'autre livre, donc les trous de verre. Alors les trous de verre, c'est une prédiction théorique de la théorie de la relativité qui suggère que le fond d'un trou noir, je vais venir en question, un trou noir c'est le piège gravitationnel qui attire tout, on ne peut pas ressortir. En tout cas, on ne peut pas ressortir par là d'où on vient. Mais est-ce qu'on peut ressortir par ailleurs? Eh bien, il y a une hypothèse théorique qui suggère que le fond d'un trou noir n'est pas forcément bouché par ce qu'on appelle une singularité, une sorte de nœud de l'espace-temps qui bloque tout, qui va écraser toute forme de tout objet qui va y pénétrer, mais offre une sorte de tunnel spatio-temporel, éventuellement traversable, et qui va ressortir ailleurs dans l'espace et le temps. On a appelé ça un trou de verre, V-E-R, wormhole en anglais, et qui ferait office de raccourci pour voyager dans l'espace-temps. Lorsque ces solutions purement mathématiques des équations de la relativité générale ont été proposées dans les années 1960, une dizaine d'années avant que moi je commence à faire de la recherche, donc c'était Roger Penrose et des Michener, Thorne, etc., Wheeler, qui avaient imaginé ça. Ça a offert un champ de recherche extraordinaire à la fois pour les physiciens, parce que dans des raccourcis pour voyager dans l'espace-temps, on ne viole pas la loi de causalité, c'est-à-dire on ne peut pas dépasser localement la vitesse de la lumière, mais si on emprunte des raccourcis à cause de cette distorsion temporelle, on pourrait peut-être enfin un jour explorer le cosmos extrêmement lointain sur des échelles de temps propre humaines. Voilà. Et donc évidemment la science-fiction s'est tout de suite emparée de cette idée pour aller voyager dans tous les films de science-fiction, vous savez, des voyages interstellaires, intergalactiques. Normalement dans les lois de la physique standard c'est totalement interdit, tout simplement parce qu'on est limité par la vitesse de la lumière. Les distances qui nous séparent des étoiles, et ne parlons pas des galaxies, sont gigantesques, elles se mesurent en milliers d'années-lumière pour les étoiles, ou en millions ou centaines de millions d'années-lumière. Donc ce sont des temps évidemment qui n'ont rien à voir avec les durées de vie humaine, sauf s'il y a des raccourcis spatio-temporels. Donc c'est pour ça que les trous de verre ont fait couler beaucoup d'encre, à la fois de l'encre scientifique, des quantités de publications extrêmement techniques, et puis après évidemment de l'encre dans les romans et les films de science-fiction. La question c'est qu'on s'est assez rapidement aperçu que les trous de verre, s'ils existaient dans la nature, s'ils se formaient par exemple la formation d'un trou noir, eh bien en fait ils n'étaient pas traversables parce qu'ils étaient fondamentalement instables, c'est-à-dire que dès qu'on rentre dedans, on introduit soi-même une perturbation gravitationnelle qui va déstabiliser le trou de verre et qui va se boucher. Mais comme les physiciens théoriciens ne se découragent jamais, ils ont commencé à imaginer, et notamment Kip Thorne, qui là aussi était un pionnier dans ces travaux scientifiques-là, à imaginer des trous de verre artificiels, c'est-à-dire que l'on pourrait fabriquer d'abord à très petite échelle et de les stabiliser artificiellement en introduisant des formes d'énergie, qu'on appelle les formes d'énergie exotiques, qui existent sur le papier en physique quantique et qui permettraient effectivement de maintenir ouverts les parois d'un trou de verre, même quand on y rentre dedans, et voyager ainsi dans l'espace et le temps. Donc les seuls trous de verre
traversables seraient des trous de verre artificiels. Bon, je ne vous cache pas qu'à l'heure actuelle, on n'a pas la moindre idée de la façon dont on pourrait effectivement technologiquement fabriquer ces trous de verre artificiels. Toujours est-il que c'est la solution qui a été adoptée pour le film, parce que évidemment, s'il y a un petit trou de verre au niveau de la planète Saturne, ça ne peut pas être un trou de verre naturel associé à un trou noir, parce que s'il y avait un trou noir, même petit, stellaire, dans le système solaire, tout le système solaire serait complètement perturbé. Alors voilà pour l'histoire des trous de verre. Et je finirai sur la partie finale, qui, elle, a fait l'objet d'assez peu de commentaires. Parce que c'est vrai que quand vous allez sur YouTube, vous tapez Interstellar, vous allez trouver des quantités de vidéos de passionnés, de jeunes passionnés qui ont vu le film, qui décodent le film à leur façon. Certaines sont extrêmement intéressantes, mais il y en a très très peu qui parlent vraiment de la partie la plus mystérieuse du film, c'est la fin. Quand Cooper pénètre dans le trou noir, il rentre dans ce qu'on appelle un tesseract. Alors c'est quoi le tesseract? C'est une construction géométrique assez facile à comprendre d'ailleurs, c'est la généralisation d'un cube mais dans une dimension supplémentaire. Donc on peut appeler ça aussi un hypercube. Voilà. Alors après c'est visualisé d'une manière évidemment simpliste dans le film. On voit le Cooper flotter en une sorte d'impesanteur dans une structure un petit peu étrange. Et donc il est censé rentrer dans le trou noir et pénétrer dans une dimension supplémentaire de l'espace, la 5e dimension que l'on ajoute aux 4 dimensions habituelles, 3 dimensions d'espace, une dimension de temps dans l'espace hors du trou noir, dans le trou noir, une dimension d'espace en plus. Mais dans cette dimension d'espace en plus, il n'y a que la gravité qui peut se propager. Et la gravité n'est plus soumise, dans certains scénarios en tout cas, au temps. Si bien que l'astronaute Cooper, plongé dans ce tesseract, va pouvoir effectivement récupérer les données quantiques qui ont été collectées par le robot, et à travers le temps, on va pouvoir les communiquer à sa fille. Et il va y avoir en fait une incroyable boucle temporelle. C'est pour ça qu'il faut revoir au moins le film 2 fois pour comprendre, parce que quand on le voit pour la première fois, on ne comprend pas le lien qu'il y a entre le début du film, des petites anomalies au début du film, on ne sait pas ce qui se passe, et on comprend éventuellement à la fin que toutes ces anomalies, elles ont été créées par l'action de Cooper dans une autre dimension de l'espace, c'est qu'il a propagé ces informations. Et dans le livre, donc là j'ai essayé de décoder ça en expliquant qu'en fait Kipson, il est allé chercher une théorie, un modèle qui avait été proposé dans les années 1990, un modèle de physique théorique, qui s'appelle le modèle de Ramban-Sundrum, si vous voulez tout savoir, qui était juste un modèle qui rajoutait effectivement une 5e dimension. C'était un cas particulier, ce qu'on appelle la théorie des cordes, qui, comme vous le savez peut-être, c'est l'une des tentatives d'unification de la relativité et de la physique quantique. Et dans ce modèle très particulier, qui depuis a été abandonné, mais qui à l'époque avait fait beaucoup parler de lui, il y avait effectivement cette 5e dimension dans laquelle on pouvait propager des informations à travers la gravitation. Et puis, je finis le livre avec ce qu'on peut considérer peut-être comme une sorte de fantasme de physicien théoricien, le fantasme de l'équation ultime. Est-ce qu'il y a la possibilité, il y aurait la possibilité de trouver une sorte d'équation unique qui unifierait tout ce que l'on croit comprendre sur les mystères de l'univers, donc le très grand, le très petit, l'infiniment grand, l'infiniment petit, comme il est convenu de le dire, c'est-à-dire la gravitation selon Einstein, la physique quantique, ainsi de suite, pour résoudre il y a encore beaucoup de mystères, heureusement, qui ne sont pas résolus. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé au moment du Big Bang? Évidemment, l'univers n'est pas sorti d'un point. Qu'est-ce qui se passe vraiment au fond d'un trou noir? Est-ce qu'il y a une singularité ou pas de singularité? Si on a des théories dites de gravitation quantique, aboutissant peut-être à une forme d'équation ultime, on résoudrait peut-être effectivement ce genre de problème. En tout cas, ça a été le pari du film. Voilà. Et donc, je me suis amusé à mettre aux grandes dames initiales de mon éditeur quand il a envoyé le manuscrit, mais moi je lui ai dit à son tour que c'était non négociable, de mettre une équation mathématique, parce que son éditeur lui dit, si vous mettez une équation dans une équation d'analyse de linéarisation, vous perdez 10% de lecteurs. Je dis non, je veux mettre cette équation, mais après je vais l'expliquer de la façon la plus simple possible. Voilà, donc je me suis amusé, c'est une petite coquetterie que je me suis permise dans cet ouvrage, Voyager dans un trou noir, que j'ai eu grand plaisir à faire. Et
avec l'idée que ça peut encourager des lecteurs à aller voir le film ou aller surtout le revoir, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont vu ce film-là, peut-être qu'ils ont 10 ans de plus maintenant, ils sont toujours jeunes, et d'aller voir un film et voir un nouveau décodage, une nouvelle vision de ce film de science-fiction remarquable, même s'il n'a pas été unanimement apprécié. Bien, alors, Corps célestes insolites, on change complètement de registre. Sous-titré Les dernières découvertes astronomiques, ça se présente sous la forme d'un abécédaire avec environ 150 entrées qui sont des noms d'objets célestes, alors embrassant un petit peu tous les phénomènes cosmiques, toutes les tailles d'objets, donc ça va de la petite météorite qui va nous raconter par exemple la naissance du système solaire, jusqu'aux superstructures galactiques, les superamas et superamas de galaxies comme la Niakea par exemple, en passant par toutes les étapes intermédiaires, donc les petits corps du système solaire, fascinant, les astéroïdes, les petites planètes, les planètes naines, après les exoplanètes, cette grande question des planètes en orbite autour d'autres étoiles que le Soleil, avec la possibilité d'y trouver peut-être des traces de vie possible, ce qu'on appelle des biosignatures. Après, il y a l'échelle de toutes les étoiles, les naines, les géantes, les étoiles en formation, celles qui meurent en explosant, les naines blanches, les pulsars, les trous noirs, etc., etc. Donc on embrasse un petit peu tous les phénomènes de l'astrophysique, mais surtout à la lueur aussi des dernières grandes découvertes. Alors on parle beaucoup du James Webb Space Telescope, qui a été lancé maintenant il y a 2-3 ans, mais évidemment il y a d'autres également grands télescopes qui chaque jour nous dévoilent des aspects surprenants de l'univers. Donc c'est l'occasion en fait de brosser un panorama un petit peu de l'état de nos connaissances et puis de tous nos questionnements qui sont plus... Au plus on découvre de choses, au moins on en sait d'une certaine manière, parce qu'on trouve toujours des choses surprenantes. C'est pour ça que ce métier est absolument fascinant, parce qu'on est constamment surpris. Surpris d'une certaine manière, mais pas complètement déstabilisé, parce que souvent, c'est vrai, aujourd'hui, la vulgarisation scientifique qui se fait, beaucoup sur Internet, a toujours tendance à monter en épingle la moindre nouvelle observation du James Webb Telescope, comme si ça allait tout révolutionner, la physique, comme si le Big Bang allait passer à la poubelle, comme les trous noirs n'existent plus, ce genre de choses. Tout ça, évidemment, c'est complètement exagéré. Simplement, ça apporte des visions plus particulières, des précisions sur certains objets dont certains étaient déjà connus et d'autres n'étaient pas encore reconnus, et qui nous obligent simplement à approfondir et à creuser un peu mieux les théories actuelles qui continuent à marcher, ma foi, plutôt bien. Je sais bien qu'on n'aura jamais de théorie définitive, parce que si je reviens à l'équation ultime, moi personnellement, je n'y crois pas qu'il puisse y avoir une équation ultime. Je trouve que c'est une vision naïve. Mais ça vaut quand même la peine de chercher parce que ça suscite des quantités de travaux intéressants. Bon, là, je reviens sur mes corps célestes insolites avec toutes ces nouvelles découvertes. Alors, je vais vous donner simplement deux, trois exemples. Sur les 150, qu'est-ce que je peux... Tiens, bon, je prends l'exemple d'une météorite, un petit caillou qui tombe du ciel, qui nous raconte la naissance de notre système solaire. C'est en 1969, il y a une météorite qui est tombée dans le ciel du Mexique. On a vu traverser le ciel, sous la forme d'un météore, de faire quelques tonnes à l'entrée de l'atmosphère. Après, elle s'est désintégrée en des milliers de fragments allant dans les champs. Les fragments ont été récupérés, la plupart sont allés dans le commerce, et une partie est allée au centre de Houston, au Texas, au laboratoire d'analyse de retour des échantillons de roches lunaires, parce que c'était à l'époque des missions Apollo, pour étudier, grâce à ce qu'on appelle la spectroscopie, la composition précise de cette météorite. Et on a compris que cette météorite faisait partie d'une classe assez rare de météorites, parce que la plupart des météorites sont des bouts d'astéroïdes qui se sont frottés ensemble. Cette météorite-là, c'est une météorite d'origine présolaire, c'est-à-dire elle est formée de grains de poussière cosmique, engendrés par des générations d'étoiles antérieures, qui étaient dans ce qu'on appelle la nébuleuse présolaire, et quand la nébuleuse présolaire s'est contractée, s'est effondrée sur elle-même pour former notre système solaire, avec le Soleil au centre, puis autour
du gaz, des poussières qui ont fini, des grumeaux qui ont fini par devenir les planètes, eh bien, il y a des graines de poussière qui n'ont pas été incorporées ni dans le Soleil ni dans les planètes, qui ont fait des petits cailloux qui circulent dans le système solaire. Et de temps en temps, l'un de ces cailloux, dans les trajectoires gravitationnelles, passe près de la Terre et tombe sur Terre. Et on a un bout donc de la nébuleuse présolaire qui tombe sur Terre. Voilà. Et donc on a pu reconnaître que c'était bien une météorite de ce type-là. Voilà. Et donc qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une datation radioactive à travers des isotopes radioactifs qui sont dans cette météorite-là. Et on en a déduit l'âge extraordinairement précis du système solaire, 4,568 milliards d'années. Mais le plus beau dans tout ça, c'est qu'on avait des modèles précédents, des modèles théoriques, parce qu'en général la théorie précède toujours les observations, sauf grande surprise. On avait des modèles théoriques sur la possibilité de former un système solaire, c'est-à-dire par l'effondrement d'un grand nuage de gaz, à cause d'un cataclysme extérieur qui serait l'explosion d'une étoile massive dans les parages. Alors les explosions d'étoiles massives, ça s'appelle les explosions de supernova. Dans une supernova, vous avez une très grosse étoile dont le cœur s'effondre et les couches de gaz rebondissent sur ce cœur et sont projetées dans l'espace, comme une sorte de bulldozer gazeux. Et ce bulldozer gazeux, lorsqu'il va rencontrer un nuage interstellaire d'hydrogène froid, va le déstabiliser et va déclencher sa contraction. Donc c'est la mort explosive d'une étoile qui va engendrer la formation de nouvelles étoiles, des générations qui vont se succéder. Alors notre grand ami Uarif avait beaucoup insisté sur effectivement cette histoire de génération d'étoiles qui se succédaient et sur le fait que nous sommes poussière d'étoiles parce que chaque génération d'étoiles incorpore les atomes qui sont faits, les atomes lourds dont nous sommes composés, qui ont été fabriqués dans les générations antérieures d'étoiles. Mais ce que nous raconte cette météorite particulière, c'est encore plus touchant puisque les théories avaient dit que lorsqu'une supernova explose, il n'y a pas que du gaz qui est éjecté, mais il y a aussi des particules de grande énergie qu'on appelle des rayons cosmiques qui bombardent les espaces environnants. Et quand un rayon cosmique frappe un petit grain de poussière interstellaire, notamment dans la nébuleuse présolaire, ça va également modifier sa composition isotopique dans des proportions très spéciales. On va trouver des éléments, des isotopes de l'aluminium, du magnésium, dans des proportions particulières. Et c'est ce qui a été trouvé dans la météorite Allende. Donc, c'était le nom que l'on avait donné à cette météorite. Cela veut donc dire que notre système solaire a bel et bien été formé, très probablement, on ne peut pas l'affirmer toujours à 100%, mais tous les indices sont là, a été formé il y a 4,5 milliards d'années, grâce à l'explosion d'une étoile, d'une supernova, qui est donc l'étoile mère, notre mère à tous. On l'a baptisée à titre posthume Coatlicue, donc c'est l'une des entrées de ce livre-là, Coatlicue, en langue aztèque, ça signifie la mère du soleil. Et l'essentiel des éléments que nous avons en nous viennent de Coatlicue, et quelques-uns peut-être de générations antérieures de supernova. Donc Coatlicue a complètement disparu de notre ciel, elle est en nous. Alors voilà ce lien extraordinaire qui nous lie à cette étoile mère par le biais simplement d'une petite météorite dont j'ai d'ailleurs récolté un bout, je ne voulais pas apporter, je l'ai chez moi, et quand on tient cet objet dans la main, on se dit bon sang de bonsoir, je tiens l'objet le plus ancien que je puisse avoir. Il s'est formé même un tout petit peu avant la Terre, parce qu'il est plus petit, donc il a mis moins de temps à se former. Il a son âge, et puis on voit les inclusions cristallines, des petits cristaux blancs, qui nous disent, mais voilà, il a reçu le bombardement de rayons cosmiques de Coatlicue. Donc un caillou vraiment tout à fait extraordinaire. Un deuxième... je vais vous parler de deux autres objets qui font une certaine actualité. Les exoplanètes. Vaste sujet qui se développe évidemment depuis la première découverte attendue et espérée, mais qui a eu lieu en 1995. On a aujourd'hui des catalogues de milliers d'exoplanètes. C'est la norme. Quand une étoile se forme autour, il y a des planètes qui se forment.
Après, parmi toutes ces variétés extraordinaires, il y a beaucoup d'exoplanètes qui sont décrites dans les corps célestes insolites, avec une variété extraordinaire. On a ce qu'on appelle des super Jupiter, des Jupiters chauds. Ce sont des sortes de très grosses planètes gazeuses, certaines bien plus massives que Jupiter, mais qui, contrairement à notre système solaire, gravitent tout près de leur étoile, et non pas loin. Parce que avant qu'on découvre les autres systèmes planétaires, on pensait que on a toujours tendance à extrapoler ce qu'on connaît chez nous. Donc on avait notre bon système solaire, on avait les 4 premières planètes qui étaient rocheuses, bon, elles ont perdu leur gaz parce qu'elles sont près du Soleil, et puis les 4 planètes suivantes, c'est les géantes gazeuses, comme ça doit être comme ça. Et puis, qu'est-ce qu'on découvre? On découvre des trucs complètement différents. On trouve des systèmes planétaires avec d'énormes géantes gazeuses qui gravitent tout près de leur étoile, qui sont en train de s'évaporer, puis très loin des planètes rocheuses. Donc, enfin, tous les systèmes solaires ne se ressemblent absolument pas. Et c'est ça qui introduit des quantités de nouvelles réflexions sur la façon dont les étoiles se forment. Et également, après, sur les conditions d'habitabilité de certaines de ces exoplanètes, notamment on s'intéresse à ce qu'on appelle des exotères. Voilà. Alors aujourd'hui, on a des catalogues, on a déjà découvert pas mal d'exotères, même si elles sont plus difficiles à détecter parce qu'elles sont moins massives que les géantes. Et on a découvert des exotères qui sont situés dans une hypothétique zone dite d'habitabilité autour de leur étoile, c'est-à-dire c'est pas trop près, parce que sinon il fait trop chaud et l'eau ne peut pas exister à l'état liquide. Il ne faut pas être trop loin, sinon tout est glacé. Donc il y a une zone intermédiaire de distance à l'étoile où l'eau peut subsister à l'état liquide. Alors c'est pas suffisant, évidemment, pour abriter la vie, loin de là, mais on pense que c'est l'un des ingrédients nécessaires pour l'émergence du vivant. Alors par exemple, il y a une entrée sur un objet qui s'appelle TRAPPIST, enfin c'est un système planétaire qui s'appelle TRAPPIST, et je l'ai sous-titré Rouge naine et les 7 nains. Alors moi je me suis amusé à mettre des sous-titres un petit peu alléchants sous parfois des noms de code un petit peu bizarres des objets célestes, parce qu'il y aura toute une chose à dire sur la nomenclature des corps célestes. C'est parce que l'étoile centrale, c'est pas une étoile de type solaire, c'est ce qu'on appelle une naine rouge, une étoile plus petite et soumise à plein d'éruptions, et autour il y a 7 exotères qui gravitent autour, toutes petites planètes, voilà. Et il y en a 3 qui sont dans la zone habitable. Sauf que la zone habitable la zone potentiellement habitable n'est vraisemblablement pas habitable, parce que les naines rouges sont soumises à émettent des éruptions constantes, des bouffées d'énergie extraordinaires, et donc il est incroyablement peu probable que ce système-là offre les conditions propices à la vie. En revanche, on parle beaucoup en ce moment, je lis une actualité très récente, vous avez peut-être lu ça dans les journaux ou entendu ça sur Internet, d'une planète qui s'appelle K2-18b. Ça vous dit quelque chose? Une planète dans laquelle on aurait trouvé, alors ça fait un petit peu des gros titres, le James Webb Telescope a fait de la spectroscopie de l'atmosphère de cette planète et aurait trouvé un élément chimique qui, désolé pour le nom, ça s'appelle le sulfure de diméthyle. Bon, ok, c'est un élément chimique. Le problème, c'est que le sulfure de diméthyle, on le connaît sur Terre, et le seul processus qui produit du sulfure de diméthyle sur Terre, c'est le phytoplancton, c'est-à-dire une forme de vie, une sorte d'algues, les algues bleues par exemple, c'est du phytoplancton. Voilà. Donc, certains disent que le sulfure de diméthyle, c'est ce qu'on appelle une biosignature. C'est un élément qui signale que c'est la vie qui l'a produit. Donc évidemment, gros titre, on a peut-être enfin trouvé une biosignature incontestable d'une exoplanète habitable. Comme toujours, il faut être beaucoup plus prudent, c'est soumis à controverse, il faut refaire des mesures, c'est très difficile de détecter vraiment un élément aussi subtil que le sulfure de diméthyle dans un spectre très compliqué d'une exoplanète, mais en tout cas ça ouvre la voie effectivement à beaucoup d'espoir de trouver peut-être enfin une biosignature convaincante de la vie, d'autres formes de vie dans l'univers, qui seraient évidemment essentiellement des formes de vie microbiennes,
et malheureusement pas des formes de vie avancées, même si j'aborde légèrement le sujet dans quelques autres entrées. Voilà. Et le troisième, je finirai avec ça, qui est aussi lié à une actualité. Alors ça concerne une étoile qui s'appelle T Corona Borealis, qui est sujette à peu près tous les 80 ans à un sursaut de lumière, à un sursaut de luminosité. Le premier sursaut, il a été observé à l'œil nu en 1217. On le trouve dans une chronique médiévale. Et le moine qui avait décrit ça avait appelé ça un signe merveilleux dans le ciel, parce qu'évidemment, à l'époque, on pouvait interpréter ça comme des signes spirituels et merveilleux dans le ciel. Aujourd'hui, on a compris que cette étoile, en fait, c'est une étoile double, constituée d'une étoile principale qui est une sorte de géante gazeuse, qu'on appelle une géante rouge, qui donne un petit peu l'image de ce que deviendra notre Soleil dans 5 milliards d'années lorsqu'il se sera dilaté, et accompagnée d'une petite étoile qui s'appelle une naine blanche, qui représente encore un terme encore plus avancé de l'évolution des étoiles ordinaires de type solaire. C'est une étoile qui, elle, au contraire, dont le cœur s'est contracté. Hein. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, l'orbite, donc les deux étoiles, le couple d'étoiles tourne l'un autour de l'autre, et l'orbite de la naine blanche, alors les orbites ne sont pas circulaires, elles sont assez allongées, et ce qui fait que à peu près tous les 80 ans, la naine blanche se rapproche plus de la géante rouge. Et lorsqu'elle se rapproche, il y a un transfert de gaz, un transfert de matière, et la matière est arrachée à l'atmosphère de la géante rouge, tombe sur la naine blanche, ça s'accumule, ça chauffe, et à partir d'une certaine épaisseur, pouf, vous avez une explosion. Un peu une sorte de bombe à hydrogène, si vous voulez, puisque la matière a tiré essentiellement de l'hydrogène, hein, qui est le constituant essentiel des étoiles, et vous avez une explosion de surface qui va causer ce sursaut de luminosité. Alors, bon, ça paraît très théorique tout ça, mais simplement, le dernier sursaut de luminosité a été observé en 1946. Vous rajoutez 80 ans, ça fait 2026. Mais il y a eu des signes précurseurs qui ont indiqué que ça pourrait exploser entre 2025 et 2026. Et je me souviens, donc j'ai mis cette entrée-là, j'ai dû finir d'écrire l'entrée au mois de septembre 2024. J'ai dit, peut-être qu'au moment où vous lirez le livre, dont l'étoile n'a pas encore explosé, mais peut-être qu'au moment où vous lirez le livre, dans 6 mois, l'étoile aurait explosé. Elle ne l'a toujours pas fait. Mais je sais qu'il y a des armées d'astronomes amateurs qui ont braqué leur télescope dans cette région du ciel, la constellation de la couronne boréale, et qui surveillent ce signe merveilleux qui pourrait apparaître à nouveau dans le ciel de façon régulière et périodique tous les 80 ans. Voilà un tout petit aperçu, à travers seulement 3 entrées, des merveilleuses histoires que l'on peut raconter sur l'univers. Alors quand vous en avez 150 entrées, parlant aussi donc de trous noirs, des ondes gravitationnelles, des neutrinos, toutes des choses absolument extraordinaires, c'est un véritable émerveillement qui nous tient devant cet univers que l'on explore toujours avec des instruments de plus en plus étonnants et qui ne cesse de nous surprendre et qui nous fait comprendre que même si on croit avoir compris infiniment plus de choses que l'astronomie, que ce que nous disait l'astronomie, l'astrophysique d'il y a un siècle, on est encore au tout début, pour moi en tout cas, au tout début de commencer à comprendre quelques bouts de cet univers, même si nos grandes théories derrière sont assez solides, la relativité générale marche extraordinairement bien, les trous noirs sur lesquels effectivement j'ai eu la chance d'avoir quelques recherches un petit peu pionnières en partie, ont été confirmées 40 ans plus tard par l'observation télescopique, les modèles cosmologiques de Big Bang, même s'ils sont beaucoup discutés, souvent remis en question, ils sont encore extraordinairement solides, mais donc on n'a évidemment pas de théorie ultime,
Et ben, tout ce travail extraordinaire que font ces centaines d'astronomes et d'astrophysiciens qui sont tous spécialisés dans des... techniquement, hein, on ne travaille pas à la fois sur les exoplanètes, sur les trous noirs, sur les superstructures galactiques, hein, chacun a sa spécialité. Voilà. Moi, après moi, donc, mes spécialités sont effectivement les trous noirs, la cosmologie, la relativité générale. Hein, mais j'ai toujours, après, pour le besoin de la communication scientifique, faire découvrir à un vaste lectorat les merveilles de l'univers, de brosser toujours des panoramas sur toutes les variétés extraordinaires d'objets célestes. Hein. Je n'ai pas travaillé techniquement sur les météorites, par exemple, mais bon, j'ai écrit quand même un livre sur les météorites et les astéroïdes, et ainsi de suite. Et tout ça pour faire partager la passion que j'ai toujours eue, et que je pense que l'essentiel des chercheurs dans ce domaine-là, en sciences de l'univers, partagent pour les mystères et les beautés de l'univers. Merci. Voilà, donc je répondrai volontiers à vos questions. Pourquoi le projet d'un livre sur Interstellar est né 10 ans après le film? Ben, tout simplement, c'est une demande éditoriale, parce que je n'avais pas ce livre en projet, puis comme je l'avais dit, j'avais commencé par écrire quelques billets sur mon blog, parce que j'ai un blog, voilà. Et ce n'est qu'effectivement, 10 ans plus tard, que l'éditeur a dit ce serait bien d'avoir une collection qui permet de commenter certaines grandes œuvres de science-fiction, notamment des films, hein, à travers la lecture d'un physicien. Et donc, ils m'ont demandé de le faire. Donc j'ai dit oui. Oui. Je veux savoir comment vous êtes tombé dans les étoiles. C'est plutôt les étoiles qui me sont tombées dessus. Vous entendez à mon accent, je suis provençal. Et les nuits provençales sont particulièrement propices à admirer la beauté du ciel. Ceci dit, je n'ai pas eu, contrairement à beaucoup de mes collègues, je n'ai pas eu de vocation première en astrophysique. Quand j'étais gosse, que je vivais à la campagne, je m'intéressais à tout, à la nature. Je regardais, j'observais les insectes, les animaux, je peignais, je faisais de la musique, j'écrivais de la poésie. Et puis je regardais aussi le ciel. Mais d'ailleurs, je me souviens qu'à l'époque, quand je regardais le beau ciel provençal, c'était plus le noir du ciel qui m'intriguait que les étoiles elles-mêmes. Et je ne savais pas qu'effectivement, après, je consacrerais une bonne partie de mes recherches au noir de la nuit. Qu'est-ce qu'il y a dans le noir? Et y a-t-il une architecture cosmique particulière? Ça, c'est ce que j'ai expliqué dans d'autres livres, comme par exemple l'univers chiffonné qui est ici. Oui, et donc c'est simplement parce que, pour répondre plus brièvement à la question, après j'avais, donc, on appelle quelques facilités en mathématiques, donc j'ai fait des études de mathématiques, et ce n'est que, à l'issue d'une maîtrise de mathématiques, je me demandais encore, j'étais à Marseille, je ne savais pas si j'allais devenir écrivain ou musicien ou je ne sais pas quoi, que j'ai eu la chance de lire des livres de vulgarisation. Il n'y en avait pas beaucoup à l'époque, il n'y avait même pas encore sur l'ubérisme, parce que ça c'était au début des années 70. Voilà, mais il y a un livre, notamment, je me souviens, un livre de quelqu'un qui s'appelait Jean Hedman, que j'ai eu la chance après de trouver, quand je suis allé à l'observatoire de Meudon, de parler avec lui, et quand je lui ai expliqué que c'était un de ses livres qui m'avait déclenché la vocation, il était tout content. Et c'est normal, et à mon tour, je sais que mon livre, le livre que j'ai écrit après, le premier livre que j'ai écrit de vulgarisation qui s'appelait Les Trous Noirs, c'est en plus le premier livre de vulgarisation en français, en langue française sur les trous noirs, 1987, je sais que depuis, il y a au moins une bonne dizaine, au moins, en tout cas de ceux que je connais, d'astrophysiciens qui sont devenus astrophysiciens après la lecture de ce livre, parce qu'ils sont venus me le dire. Et ça, c'est la plus belle récompense qu'on puisse avoir après l'écriture de ces ouvrages-là. Donc c'est vrai que j'en suis à une quarantaine d'ouvrages aujourd'hui. Alors ce ne sont pas que des livres d'astrophysique, parce que vous savez que j'ai publié, vous savez peut-être que j'ai publié 7 romans d'histoire des sciences qui racontent les vies des grands, ce que j'appelle les bâtisseurs du ciel, les Copernic, Kepler, Galilée, Tycho Brahe, Newton, etc., les astronomes de l'Antiquité.
également un recueil de nouvelles également astronomiques, et puis des livres après, parce que je n'ai jamais abandonné toutes mes autres passions de jeunesse, qui étaient la poésie, la musique, la peinture, les arts plastiques. J'ai continué à pratiquer tout cela, et certains de mes livres rendent hommage à ça. Alors notamment, effectivement, le décodage, cet ouvrage paru il y a 2 ans maintenant, qui s'appelle Les Nuits étoilées de Vincent Van Gogh. C'est un décodage particulier que j'ai fait de tous les tableaux que Vincent Van Gogh a peints en Provence avec des nuits étoilées, et à l'aide notamment de logiciels astronomiques de reconstitution et d'une étude très soignée de l'épistolaire complet de Van Gogh. Je pense avoir fait quelques propositions particulières qui n'avaient jamais été faites sur la manière dont Van Gogh a conçu ces tableaux. Puis j'ai écrit également un livre, mais là il n'est pas là, c'est un de mes livres préférés, mais il n'est jamais là, mais c'est un peu normal. C'est sur la musique en fait, il s'appelle Du piano aux étoiles. Voilà. C'est comment je suis devenu astrophysicien, mais pas que. Dites-moi, monsieur, quelle est votre interprétation alors de la nuit étoilée de Van Gogh? Vous avez cherché des étoiles, oui. Vous avez cherché là où il s'est positionné, oui. Au moment où... Exactement, oui. Et alors, vous avez trouvé donc... Il y a plusieurs nuits étoilées. Alors la plus célèbre, c'est celle de Saint-Rémy de Provence, hein, oui. Avec le tourbillon dans le ciel, etc. Oui. Grâce à un logiciel de reconstitution astronomique, j'ai fait l'hypothèse, parce que Van Gogh n'en parle jamais dans sa correspondance. Hein. Il parle des couleurs qu'il met, mais il ne parle jamais de sa cuisine intérieure d'une certaine manière. Hein. Donc le logiciel astronomique m'a permis de retrouver une configuration céleste extrêmement proche de celle qu'il a mise, c'est-à-dire la position du croissant de lune, l'étoile Vénus, les étoiles de la constellation du Bélier, etc. Le 28 mai 1888 à 4h40 du matin, à partir de la fenêtre de sa chambre de l'asile qui était orientée vers l'est, là où se lève effectivement la planète Vénus. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est pas que simplement la description du ciel, c'est la façon après dont il a mêler les éléments terrestres aux éléments célestes. C'est-à-dire que les Alpilles que l'on voit, les collines des Alpilles, ne sont pas visibles depuis sa chambre, donc il les a peintes plus tard dans un autre endroit, et le village qui est au milieu des Alpes n'est pas le village de Saint-Rémy de Provence, c'est un village fantasmatique qui évoque les villages hollandais. Il n'y a pas du tout de village non plus dans cette direction-là, et donc il y a chaque étude des 5 ou 6 nuits étoilées de Van Gogh montre qu'il a fait un montage incroyable entre des éléments réalistes. Il peint le ciel tel qu'il le voit, en exacerbant évidemment les lumières des étoiles. Il peint le paysage terrestre de façon extraordinairement fidèle. Alors ce qui est encore plus frappant, c'est l'autre nuit étoilée sur le Rhône qu'il a peinte à Arles, où on reconnaît tout de suite dans le ciel cette étoile de le chariot, de la Grande Ourse. Alors là, c'est parfaitement... voilà. Alors on sait exactement, là on peut déterminer, là où il s'est mis, au mètre près, carrément, sur les berges du Rhône, hein, là où il s'est mis pour peindre le paysage terrestre de la ville d'Arles, et j'ai mis la correspondance avec une photo qu'on peut prendre aujourd'hui dans l'angle de vue, il a exactement reproduit les clochers, le pont de Trinquetaille au bon endroit, mais c'est en direction du sud-est. Or, la Grande Ourse, c'est au nord. Et donc, il a superposé ce qu'il voyait à droite au nord et au sud. C'est un créateur, hein. C'est un peintre, un créateur, il fait ce qu'il veut de ce qu'il voit. Oui, voilà. C'est un génie, hein. C'est un génie. Un génie absolu. Je reviens juste d'Amsterdam où je viens de passer une journée prodigieuse au musée Van Gogh. Ça ne m'étonne pas parce qu'il est fabuleux. Il est fabuleux. Merci. On est bien d'accord. Une question sur l'approche du trou noir, justement, la déformation des objets. Le fait que ces jouets ne soient pas détruits a priori, c'est parce qu'en fait, ce ne sont pas les objets qui sont déformés, c'est l'espace autour qui se déforme, c'est ça? Enfin, oui, alors, on appelle ça les forces de marée, qui est une image newtonienne, effectivement. Mais l'équivalent des forces de marée, qui est traduit par les équations, c'est pas tout à fait les mêmes, mais grosso modo, les résultats sont de la même nature. C'est effectivement plutôt un phénomène de courbure de l'espace-temps, puisque, effectivement, les forces de marée classiques dans la théorie de Newton, c'est des forces différentielles. Hein, la partie avant voilà, il est attiré plus fort que la partie arrière, donc l'objet va s'allonger. Mais puisque dans la théorie de Einstein, la gravité n'est plus une force,
force. Justement, on élimine la force au profit de la courbure de l'espace-temps. Donc ce sont les variations de courbure de l'espace et du temps. Et comme les objets ils sont plongés dans cet espace, bien si l'espace dans lequel ils sont est déformé, ben, les objets eux-mêmes sont déformés. Et donc finalement, ça donne à peu près les phénomènes de spaghettification, l'aplatissement en crêpe, etc., qui peuvent être décrits en première approximation de façon newtonienne, et puis après de façon plus subtile, effectivement, en mettant les ingrédients relativistes. Ça, c'était un de mes travaux, d'ailleurs, que j'ai particulièrement aimé. Après avoir fait mon premier travail de 1978, c'était pas mon premier travail, c'était sur des choses bizarres qui s'appellent les singularités de l'espace-temps. C'était ma thèse de troisième cycle en 1977. Après, je suis passé à la simulation de trous noirs dont j'ai brièvement parlé en 1978-1979, et après, au début des années 80, ben, je me suis aussi intéressé. Moi, je suis un théoricien, je ne suis pas un astronome, je fais des calculs, des prédictions. Je me suis dit, ben, si les trous noirs existent, je n'étais pas sûr, hein, évidemment, c'est pas parce que j'avais fait un dessin, une reconstitution que je croyais absolument, mais il doit y avoir des gros trous noirs avec des étoiles qui frôlent ces trous noirs sans tomber dedans, et c'est là où je me suis dit, ben, on va mettre en équation, je vais essayer de mettre en équation ce phénomène, et c'est là où j'ai effectivement proposé des modèles avec des collaborateurs, d'abord Brandon Carter, puis quelques autres étudiants que j'ai pris, sur ce qu'on appelait les crêpes stellaires flambées, parce que les étoiles pénétrant dans une zone de distorsion, forte distorsion de l'espace, c'était d'abord aplati, hein, et puis après ça finissait par exploser, à force d'être aplati, elles étaient chauffées et donnaient des grandes flambées de rayonnement. Et ces choses-là ont été, elles, observées quelques années plus tard. Donc aujourd'hui, on a des catalogues de dizaines, ce qu'on appelle ça aujourd'hui, vous allez sur Wikipédia, vous allez trouver ce qu'on appelle les Tidal Disruption Events, les TDE, c'est-à-dire les événements de rupture de marée, ça s'appelle. Et ben là, j'ai la chance, effectivement, d'avoir été aussi le pionnier sur ces choses-là. On en parle moins, effectivement, que les simulations de disques d'accrétion, mais c'est quelque chose qui vraiment fait partie de l'astrophysique d'aujourd'hui. Et puis après, effectivement, mon troisième travail, dont on a beaucoup parlé à une époque, on en parle un peu moins aujourd'hui, c'est ce que j'ai décrit dans ce livre, l'univers chiffonné, je ne sais pas s'il est là, peu importe, voilà. C'est des travaux sur la... Non, c'est pas le dessin de l'univers, ça c'est le dessin. Ah oui, il est là, oui, l'univers chiffonné, voilà. Donc ce sont des travaux où j'ai voulu importer, de par ma formation de mathématicien géomètre, j'ai importé dans les modèles de la cosmologie standard, des modèles où la forme de l'espace pouvait prendre justement des structures très étranges. J'ai parlé du Tesseract par exemple tout à l'heure, mais il y a des structures encore beaucoup plus étranges que cela. Et donc dans les années 90, avec tout un ensemble de collaborateurs, on a défriché l'ensemble de toutes les possibilités sur les formes de l'espace, avec aboutissant à des modèles pouvant être très surprenants, que j'avais appelé les modèles de l'univers chiffonné pour les besoins de la vulgarisation, qui pouvaient produire des sortes de mirages, des démultiplications d'images avec une forme de l'espace qui démultiplie les trajets des rayons lumineux. Alors on en avait beaucoup parlé à une certaine époque, parce qu'en 2003, il y avait des observations qui semblait supporter en partie un modèle particulier qui avait fait la une de la revue Nature, ça s'appelle le modèle sphérique dodécaédrique de Poincaré. Et donc à partir de là, ce qui était sympa, c'est que ce qui m'a toujours intéressé dans la recherche, c'est, comme je suis un théoricien, c'est d'essayer de défricher, de lancer des idées en amont de toute observation, hein. Je veux dire, pour l'imagerie du trou noir, j'ai entendu 40 ans pour avoir une image télescopique qui confirme ces calculs. Pour les crêpes stellaires, il a fallu une dizaine d'années. Et pour l'univers, pour le modèle dodécaédrique, il n'y a pas eu de confirmation, mais ça a ouvert surtout un champ de recherche, parce que pendant 10 ans, j'avais publié à mes collaborateurs des papiers mathématiques que les cosmologistes ne voulaient pas lire, voilà, jusqu'à ce qu'il y ait effectivement ces données observationnelles qui commençaient à supporter. Quand vous publiez un article qui fait la une de la revue Nature, vous avez après des dizaines de chercheurs qui se mettent à travailler là-dessus. Et donc le sujet c'est vraiment développé après. Et moi, du coup, je suis parti sur autre chose, parce que je m'intéressais, c'est après d'explorer d'autres choses. Et depuis quelques années, ce qui me passionne, sont les théories de gravitation quantique, dont j'ai dit un mot à propos effectivement d'Interstellar. Est-ce qu'on peut bâtir des théories qui unifient la relativité générale et la physique quantique, avec la théorie des cordes, la gravité quantique à boucle, etc. Et ça fait l'objet de l'un de mes livres les plus avancés, qui doit être là, c'est
L'écume de l'espace-temps. Donc ici, vous avez une édition de poche qui a été publiée chez Odile Jacob il y a maintenant 5 ans, où c'est un panorama général de toutes les tentatives, encore pas abouties aujourd'hui, des physiciens théoriciens pour essayer de marier la théorie d'Einstein et la physique quantique, avec à chaque fois des ouvertures non vérifiables expérimentalement pour le moment, mais qui sont fascinantes sur l'idée de dimension supplémentaire de l'espace, l'idée de multivers, c'est-à-dire d'un foisonnement multiple d'univers, et tout un ensemble de choses, l'idée d'une atomisation de l'espace et du temps, un espace-temps granulaire, ou de réseaux quantiques avec des intrications qui expliqueraient qui donnerait un caractère émergent à la gravité, à l'espace au temps, qui ne seraient plus des réalités premières. Enfin, tout un ensemble de concepts absolument fondamentaux sur lesquels on travaille, on peine beaucoup, et rien ne dit qu'on y arrivera un jour à cette unification. Juste une question, je ne sais pas si j'ose la poser, mais selon vous, quel est l'impact de la politique de recherche actuelle des États-Unis récente sur votre domaine? Nul. C'est une bonne nouvelle. Oui. Et sur l'essentiel des domaines de recherche touchant à la physique fondamentale, aux sciences fondamentales, les mathématiques, la physique, les sciences de l'univers, ne sont absolument pas touchés. Vous savez que ce qui est touché, c'est essentiellement les recherches, deux grands types de recherches. Les recherches en sociologie, si on peut appeler ça des recherches scientifiques, qui sont très idéologisées. Et puis il y a ce qui est un peu plus embêtant et discutable, c'est effectivement les recherches autour du climat. Voilà. Donc ce sont les deux domaines qui sont touchés aux États-Unis. Voilà. Alors aujourd'hui, je ne veux pas rentrer dans des considérations politiques, mais évidemment dans les journaux, la presse occidentale, on semble vouloir décrire la fin de la science aux États-Unis, ce qui n'est pas du tout la réalité des choses. Voilà. C'est une interruption dans certaines voies particulières de recherche qui ont été extrêmement idéologisées et instrumentalisées. Ça ne veut pas dire que je le supporte, hein. Simplement je remets les choses à l'heure, ce que je pensais être le vrai niveau d'explication. Merci. Vous avez expliqué comment les étoiles vous étaient tombées dessus, mais les trous noirs, est-ce que ça a un lien avec votre nom? Parce que éliminer trous noirs à chaque fois, ça me... toujours... Alors, anecdote amusante, non, évidemment, ça n'a aucun rapport. Moi, je ne crois pas au nom prédestiné, mais c'est vrai. Alors, petite anecdote, lorsque je publie l'article scientifique en 1979 dans Astronomy and Astrophysics, en anglais, bien entendu, Image of a Spherical Black Hole with a Accretion Disk, quelque chose comme ça, avec l'article qui se termine par la simulation qui est d'ailleurs dans le livre, la simulation numérique que j'avais faite. À l'époque, les chercheurs ne me connaissaient pas, sauf le petit milieu français où je commençais. Et comme cette image-là, elle a fait sensation, mon ancien directeur de thèse, Brandon Carter, qui était à la Royal Society, dès qu'il a vu mon image, il dit « c'est fantastique, je vais l'amener à la Royal Society, on va faire là ». Et il la montre à Stephen Hawking, à Roger Penrose, etc. Donc on commence à en parler. Et j'ai appris des années plus tard que certains astrophysiciens anglo-saxons ont cru que j'avais pris un pseudonyme, que Luminet c'est un pseudonyme que j'avais. Ils disaient « mais qui c'est ce chercheur qui a fait cet incroyable calcul de trou noir ?» Voilà, ben, c'était pas un pseudonyme. Oui. Comment vous expliquez votre talent? Vous avez une inspiration? Vous cogitez tout le temps? Ou c'est l'intuition, la sérendipité? Vous cherchez tous azimuts, toutes les équations possibles? Comment vous avez une grande idée? Ouais. Ouais. Simplement que j'ai toujours accordé un rôle primordial à l'imagination. Je veux dire, quand on est un théoricien, il faut bien que les idées sortent de quelque chose, et les idées, elles sortent de tout un fond qui est en nous, et qui peut être aussi lié à une ouverture sur d'autres formes
d'appréhension du monde. Je pense que le fait d'avoir pratiqué et de toujours pratiquer les arts plastiques, la musique, l'écriture poétique et autres enrichit l'imaginaire. Puis après, j'ai lu énormément de livres, j'ai visité tous les musées. Je pense que ça crée, en tout cas en moi, j'ai une sorte de sentiment esthétique de l'univers. Je tiens beaucoup à l'élégance et à l'esthétique. C'est vrai que dans les mathématiques apporte aussi cette forme un petit peu d'élégance, c'est-à-dire une économie de moyens, vous dire dans l'équation mathématique qui va décrire soit un phénomène purement mathématique, mais qui peut être aussi utilisé, parce que finalement les équations d'Einstein, l'équation de Schrödinger, l'équation de Dirac, ça ce sont aussi des formules mathématiques, mais elles décrivent un aspect cette fois-ci du monde physique et matériel. Il y a une économie de moyens extraordinaire pour dire le maximum de choses en le minimum de symboles. Il y a un rapport pour moi avec la poésie que j'aime aussi, la forme de poésie. Voilà. Et donc, voilà, donc j'ai toujours été attaché à ça, et puis je n'ai pas d'autres explications à donner, je suis fait comme ça, je ne peux pas me concentrer mon esprit sur une chose à la fois, c'est-à-dire je saute bien. À l'époque où je faisais comme mon calcul sur les trous noirs, en parallèle, je faisais des grands dessins à l'encre de Chine, après j'ai fait des expositions, j'ai toujours fait de la musique, ce genre de choses. Et pour moi, ce ne sont pas des violons dingues et des hobbies qui vont à côté, ça forme un tout et ça forme un ensemble. D'où vient cet intérêt pour Van Gogh plus précisément et pourquoi pas un autre artiste Alors très bonne question, d'où vient mon intérêt sur Van Gogh? Comme l'a dit la dame qui est partie tout à l'heure, Van Gogh est un des grands génies de la peinture et on se demande effectivement comment on a pu passer à côté de son œuvre, de son vivant, mais enfin bon. Alors maintenant je vais rajouter, effectivement quand on vit en Provence, comme moi, je suis provençal, même si j'ai vécu 35 ans en région parisienne, mais je suis retourné en Provence. Voilà. Quand on regarde le ciel, puis qu'après qu'on voit un tableau de Van Gogh, on sait que Van Gogh il a peint ces tableaux quand il est venu en Provence. Je trouve que c'est un petit peu normal de se poser la question et de s'intéresser plus particulièrement à Van Gogh. Voilà. Maintenant, il faut que je vous avoue que cela fait au moins 20 ans que je collecte dans mes archives tout un ensemble de tableaux recouvrant toute l'histoire de la peinture, d'artistes qui ont été fascinés par le ciel, comme Van Gogh, pas forcément à faire des tableaux de ciel réalistes, des cieux nocturnes réalistes, d'autres formes très imaginaires. Et justement, l'un de mes prochains ouvrages, c'est pas celui qui va venir, mais celui d'après, que j'ai déjà pas mal avancé, c'est, le titre c'est pas encore choisi, mais ce sera peut-être quelque chose comme Les peintres de l'univers. J'ai sélectionné 40 toiles de l'histoire de la peinture, qui chacune raconte une aventure extraordinaire, un rapport particulier de l'artiste au cosmos. Ça peut être parfois un rapport direct, comme par exemple Millet, qui a été d'ailleurs, Jean-François Millet, l'auteur de l'Angélus de Millet, qui a été un des grands influenceurs de Van Gogh avec les scènes paysannes, qui a fait par exemple une nuit étoilée extraordinaire où on voit une pluie d'étoiles filantes qui sort de la constellation d'Orion. Donc c'est un phénomène astronomique qu'il a vu. Après des tableaux beaucoup plus abstraits, vous prenez un Kandinsky, un Roberto Matta, un Paul Klee, vous avez également des représentations cosmiques, mais après complètement transformées par la vision de l'artiste, où il n'y a plus du tout des représentations fidèles de ciel. Et chacun de ces tableaux raconte l'histoire, à la fois par l'histoire de la peinture, l'histoire du rapport à l'artiste. Et là je reviens d'Amsterdam et où j'ai fait justement une conférence sur Van Gogh, mais dans le musée Van Gogh actuellement, il y a une exposition qui est consacrée à un grand artiste allemand contemporain qui s'appelle Anselm Kiefer. Vous connaissez Anselm Kiefer? Ouais. Et il y a une série de toiles extraordinaires. Anselm Kiefer a été très tôt influencé par Van Gogh, et il a fait des nuits étoilées, mais qui sont des tableaux absolument gigantesques, faits avec de la paille, ça ressemble évidemment pas du tout. Il a fait des champs de blé, une œuvre absolument sublime. Donc il fera forcément partie de cette anthologie, avec toujours un rapport au cosmos qui n'est pas toujours direct, de la même façon que j'avais écrit un livre, il n'est pas là, tellement que j'en ai fait, ça s'appelle Les poètes et l'univers, ça remonte à presque 30 ans ce livre-là, où c'était également une anthologie
de la façon dont l'univers avait pu inspirer les poètes de tout le temps et de toutes les époques. Voilà. Mais avec des formes d'inspiration extraordinairement différentes. Il y avait des poètes qui étaient totalement ignorants de l'astronomie, qui ne s'intéressaient pas du tout à ça, mais qui avaient cette intuition, une sorte de sens du cosmos intérieur, et parfois certains d'entre eux ont finalement, par l'intuition poétique, eu l'intuition de choses qui seraient après découvertes sous d'autres formes par l'astronomie. Donc voilà, j'ai toujours été intéressé effectivement par tous ces rapports qui sont entre les différentes disciplines de l'esprit humain, et surtout pas cloisonner les disciplines comme on a tendance de plus en plus à le faire, y compris dans l'éducation. On va cloisonner les sciences et la technologie, on va la séparer de la philosophie, on va la séparer des arts, de la littérature, etc. Pour moi, ça forme un tout, c'est merveilleux, c'est la plasticité, la malléabilité de l'esprit humain qui ne peut que s'enrichir à percevoir le monde qui nous entoure à travers différents registres mentaux, parce que le registre mental n'est pas le même lorsque vous écrivez une équation mathématique, ou lorsque vous écrivez un poème, ou lorsque vous faites une composition musicale, ou vous jouez du piano, etc., etc. Et tout ça, ça s'enrichit, et il y a des connexions secrètes et sûrement inconscientes qui se font en nous, et qui, je pense, nous permettent d'être un peu plus créatifs.